Salut et bienvenue dans Môme, le podcast qui parle du non-désir ou du désir d'enfant. C'est parti. Elle devient quoi alors? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants? Eh bien, j'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez, on les a maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir? Je m'appelle Laura et une fois par mois, j'irai à la rencontre d'un être humain pour lui poser la question « Et toi, t'en veux des mômes ?» Et pour ce 7e épisode, on retourne en Belgique où j'ai interviewé une femme bien dans sa peau et dans sa vie et une grande voyageuse, Bettina. Elle tient le compte Instagram « Je ne veux pas d'enfants » et a récemment sorti un essai « Child Free, je ne veux pas d'enfants ». On a discuté ensemble de non-désir d'enfant, de contraception et d'écologie. Tu peux soutenir le podcast en me mettant des étoiles ou commentaires sur iTunes ou Apple Podcasts. J'ai aussi mis en ligne une page Tipeee avec des contreparties. Bonne écoute. Alors du coup je m'appelle Bettina, j'ai 27 ans, j'habite actuellement à Bruxelles. Pour remettre un petit peu tout le contexte, en gros j'ai grandi à Lille toute mon enfance dans le nord de la France. J'ai vécu une enfance assez classique je dirais. En gros mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans, ce qui est du coup malheureusement assez classique maintenant. Et j'ai été élevée principalement par ma mère, j'allais voir mon père le week-end chez lui mais c'est tout. J'ai une enfance je trouve très heureuse, en tout cas j'ai un très bon souvenir de mon enfance. J'ai adoré vivre avec ma mère, on avait une relation très fusionnelle et très chouette à vivre ensemble franchement. Elle a toujours été très libre en fait, très en retrait par rapport à mes choix. Donc en gros elle m'a toujours soutenue beaucoup dans tout ce que je voulais faire, mais en me laissant une énorme part de liberté. Donc j'ai jamais ressenti de pression dans ma famille de faire telle ou telle étude, d'emprunter tel ou tel chemin de vie. Je m'en rends compte maintenant avec du recul, mais sur le coup je me suis jamais rendu compte que c'était hyper chouette de vivre dans une famille comme ça. Et du coup voilà, j'ai un peu cheminé avec mes propres envies pour les études. Donc voilà, j'ai fait un bac ES, après j'ai fait des études de littérature, après j'ai fait une sorte d'école de commerce et je suis partie assez rapidement vers le domaine du tourisme. Parce que l'envie de voyage et l'envie d'indépendance et d'émancipation étaient très présents chez moi. Donc en gros, j'ai trouvé le secteur du tourisme comme moyen de m'épanouir énormément. Donc j'ai vécu au Cambodge, en Thaïlande, après je suis rentrée un peu à Paris. Et là, j'ai vécu récemment pendant 2 ans au Guatemala, avant de m'installer en Belgique maintenant. En fait, moi j'ai eu un parcours vraiment sans encombre, je dirais. Tout s'est fait très naturellement, sans me poser trop de questions. J'ai jamais eu de grands questionnements de vie en me disant je me sens mal dans telle ou telle situation, je me sens mal dans ma peau ou quoi que ce soit. Et je pense que j'ai de la chance quand même d'une certaine manière parce que c'est rare quand même mine de rien. Et après sur la grande question du choix de faire des enfants, etc. C'est venu un petit peu comme ça. Enfin, je me suis rendu compte au fur et à mesure que finalement je voulais pas d'enfants et que ça correspondait très bien. En fait c'est hyper en accord avec mon choix de vie. Qui est très spontané, très libre, je m'écoute pleinement, je fais mes choix de vie et un de ces choix de vie fait que j'ai pas envie d'avoir d'enfants parce que je m'épanouis dans plein d'autres horizons différents, dans plein d'autres secteurs différents et je me vois pas m'épanouir dans la maternité en fait. En fait, moi j'ai toujours eu des relations plutôt longues, plutôt sérieuses, entrecoupées de moments où j'étais célibataire et où du coup je papillonnais, on va dire, pour être folie, où je faisais un peu ma vie, etc. Mais j'ai toujours eu des relations, et quand je me mettais en couple, c'était quelque chose d'assez sérieux. Donc ouais, j'ai eu une première relation de 4 ans, c'était mon premier grand amour. J'avais 15 ans, ou 15 ou 16 ans à peu près, en gros je me suis mis en couple en seconde, et on est toujours amis maintenant, on se connaît toujours très bien, etc. Et après j'ai été en couple 2 fois 1 an et demi, et là depuis 2 ans et demi je suis en couple, avec un homme qui partage ma vie et mes convictions de non-maternité. Et on est mariés depuis février 2019. On s'est rencontrés il y a 2 ans et demi maintenant et on s'est mis en couple, je crois, le lendemain, en gros. Ça s'est fait hyper rapidement. On a tout de suite eu cette espèce de sensation bizarre qui est que j'ai eu l'impression de l'avoir toujours connu. J'ai l'impression d'être amie avec lui depuis des années. Il y a cette connexion qui est propre
tu vois, certaines personnes qui se rencontrent, ça devient un lien très fort, très très vite. Et du coup, très vite, on a amené des questions très sérieuses de la vie de couple finalement. Et en gros, au bout de 3 semaines, il m'a parlé de son non-désir d'enfant. Il m'a demandé si je voulais des enfants. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit que moi, c'est quelque chose que j'avais toujours assumé et toujours ressenti. C'est que je ne veux pas d'enfants depuis très longtemps. Depuis que j'ai l'âge d'avoir des enfants, j'en veux pas. Et il m'a dit, écoute, moi aussi. En fait, moi, j'ai le même avis que toi. J'ai toujours ressenti ça, je veux pas d'enfants. Est-ce que ça te dérange si je me fais faire une vasectomie, en gros ? Et je lui ai dit, non, moi je trouve que ça me soulagerait d'un poids énorme, honnêtement. Ça a commencé comme ça, sur le fait qu'on s'est rendu compte qu'on était tellement sur la même longueur d'onde sur des sujets qui sont quand même très importants dans la vie de couple. Il s'est fait faire une vasectomie alors que ça faisait même pas un mois qu'on était ensemble. Et on est en face sur beaucoup de choses, sur notre manière d'appréhender les choses. On est tous les deux très optimistes. Lui, beaucoup plus que moi en plus. Mais on a surtout cette vision de la vie comme quoi... c'est un truc qu'on se dit souvent, c'est que la vie est simple en fait. Et que malheureusement, souvent, on est les premiers à se la compliquer. Si la vie est compliquée, souvent, c'est à cause de nous. C'est qu'on se met tout seul des bâtons dans les roues, on se met des barrières, on s'auto-censure, on s'empêche beaucoup de choses. Et nous, on a une vision totalement à l'opposé de ça. C'est que, en gros, on discute d'un projet, on a des envies, parfois on s'en parle mutuellement et puis on se dit vas-y, on le fait quoi. Là on s'est dit on va vivre au Guatemala et on va ouvrir un hôtel. Ok, on essaye, on verra bien. Et 2 ans plus tard, on s'est dit on a bien envie de changer d'endroit. Moi j'ai bien envie d'aller vivre à Bruxelles. Ok, let's go. Et c'est parti, tu vois. Et je pense que c'est pas évident que je rencontre quelqu'un qui a autant de spontanéité, autant d'envie un peu complètement sortie de nulle part que lui quoi. Donc c'est cool, je suis assez contente qu'on soit totalement d'accord là-dessus, c'est une bonne chose. Et c'est pas évident de trouver une personne qui te corresponde autant, clairement. Ok, donc du coup la première question, ça a été quoi la réaction de tes parents quand ils ont su que de toute façon tu ferais jamais d'enfant, et aussi la réaction de ta famille proche et de ton entourage? Alors, mes parents... ont rien dit de particulier au début. En fait, ils l'ont encaissé, je pense. Premièrement, ils l'ont encaissé en mode « Ok, bon, très bien. Elle veut pas d'enfant. » Sachant qu'en fait, donc j'ai une demi-sœur, mais du coup, du côté de ma mère, je suis fille unique. Et du côté de mon père a fait un autre enfant avec sa femme actuelle. Et du côté de ma mère, bizarrement, elle l'a très bien pris parce qu'on pourrait croire que, étant donné que je suis fille unique, je vais être sa seule chance de créer une descendance dans notre famille. Et elle, elle l'a plutôt bien pris. En gros, elle m'a rien dit au début. Après, elle m'a dit, écoute, c'est ton choix en fait. Et ça n'a jamais été une source de débat, en tout cas dans ma famille proche. Donc, je parle de mes 2 parents, en gros. Mon père, pareil, il m'a dit, ok. C'est comme si en fait, il l'encaissait. Et il n'avait rien trop à dire dessus. Mes parents se sont jamais permis d'avoir un mot à dire sur mes choix de vie. Et franchement, j'en suis hyper reconnaissante pour ça, parce que je pense que c'est vraiment pas le cas de toutes les familles. Je pense que, je sais pas, honnêtement, j'ai des doutes là-dessus. Je me dis que peut-être qu'ils regrettent d'une certaine manière, ou peut-être qu'ils auraient bien aimé. Et en même temps, je pense que ça va pas être un manque pour eux non plus, vu que leur but principal pour ma vie, c'est juste que je sois épanouie et heureuse, tu vois. Et ils me l'ont toujours dit, et ils ont bien compris que mon épanouissement passerait pas par la maternité, malheureusement. Après, en ce qui concerne ma famille proche, j'en ai pas trop parlé. La seule manière dont ils l'ont appris, c'est par l'ouvrage que j'ai publié. Parce qu'il y en a qui l'ont acheté sans me le dire, tu vois. C'était très, très bizarre. Et ils m'ont envoyé des messages après en me disant « Écoute Bettina, j'ai lu ton essai sur la non-maternité. » Il y a ma marraine, c'était la semaine dernière en plus, qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Écoute Bettina, j'ai acheté ton livre et je l'ai lu. Et malgré le fait que tu saches que moi j'ai un enfant, elle a une vie, tout ce qu'il y a de plus classique en termes de modèle social en tout cas, modèle familial, etc. » Elle m'a dit c'est chouette. Elle m'a dit « Je trouve ça très chouette que tu en parles et que tu assumes ça et que tu puisses permettre à des gens de s'ouvrir à d'autres horizons et que tu n'aies pas peur de l'assumer. » Alors que honnêtement, je pensais que c'était une des personnes de ma famille qui était la moins ouverte d'esprit à ce sujet, on va dire. Donc, chouette. Même ma grand-mère a lu ce livre et elle m'a dit je trouve ça juste fantastique que tu te sois dit « Ok, je vais mettre en mots ça, je vais essayer de parler de ça et je vais essayer de l'étendre au plus grand nombre. »
Même si c'est vraiment l'inverse de mes choix de vie à elle, puisque elle a toujours voulu un enfant, elle a fait un enfant très jeune, ma mère forcément. Et ouais, franchement, j'ai été très surprise, mais dans le bon sens, quoi. Dans mes amis, pareil, ils ont tous été pas surpris, puisque j'ai toujours assumé le fait que j'aurais pas d'enfant. Et bizarrement, en fait, les gens les plus virulents, c'est des gens que je connais très peu, qui sont pas très importants pour moi dans ma vie privée, on va dire. Donc ça va. Et bon, après, il y a quelques clichés qui ressortent, mais globalement, ça va. C'était bien accueilli. C'est quoi ton premier souvenir de ta non-envie d'enfant ? C'est compliqué parce qu'en fait, moi, c'est quelque chose qui a été ancré depuis très longtemps, tu vois. J'ai l'impression que, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais eu envie d'enfant. Mais c'est vrai que si je dois te donner un souvenir, ça va être le moment où j'ai commencé à me mettre en couple, plus ou moins, et à être en capacité physique, on va dire, de faire un enfant. Je me souviens très bien de discussions au lycée avec des amis où on parlait plus ou moins de fantasmes de nos vies futures. Et moi, d'avoir toujours dit, toujours soutenu, moi, je ne veux pas d'enfant. Et en gros, je me souviens aussi de ce genre de conversation parce que j'étais celle donc, qui aurait jamais d'enfant et qui allait s'occuper des enfants de mes amis. Ou qui allait être la marraine super sympa, qui ramenait des cadeaux parce qu'elle voyageait partout et qu'elle n'en voulait pas et que du coup, elle était la fille super cool et tout. Donc en gros, c'est un peu les premiers souvenirs que j'ai. Mais sinon, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de moi depuis tout le temps. Donc c'est très bizarre, quoi. J'ai pas eu un déclic, j'ai pas eu un moment fixe, quoi. C'est juste, ça fait partie de ma vie. Je l'ai jamais imaginé avec des enfants, en fait. Tout simplement. Mais du coup, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es posé clairement la question ou pas ? Je sais pas si je peux dire je me suis jamais posé de questions parce que je m'en suis posé à un certain moment, mais j'ai jamais remis en question ce choix-là. Parce que comme ça a toujours été quelque chose de très naturel, de très normal, que pour moi, je serais une femme qui n'aurait pas d'enfant. Je me suis jamais remise en question là-dessus. J'ai jamais eu de moment de doute là-dessus. Mais par contre, j'ai commencé à me poser des questions sur le modèle de société, sur les diktats, les carcans, tout ce que tu veux, enfin peu importe le nom que tu veux leur donner, à partir du moment où je me suis mis en couple, donc là il y a 2 ans et demi, et où je me suis dit quand même, cette personne-là, j'ai l'impression que c'est la bonne personne, et à partir du moment où on a parlé sérieusement d'histoire de couple, donc de maternité ou de non-maternité, et qu'on s'est mariés, et là, clairement, ça soulève des questions parce que le monde extérieur te pose des questions, parce que les gens te posent des questions, parce que tout le monde commence à te questionner sur alors, est-ce que vous allez faire des enfants ? Quels sont vos projets d'avenir ? Quand est-ce que vous allez vous poser, entre guillemets, parce qu'on est des gens qui bougent beaucoup, qui avons vécu dans d'autres pays, etc. Et que quand tu dis mon mari a fait une vasectomie et on n'en aura jamais, waouh, c'est les gens, ça les choque et ça amène des réactions que tu peux même pas imaginer. Enfin, c'est des trucs, ils sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts à entendre ce discours, en fait, tout simplement. C'est assez hallucinant, quoi. Et c'est à partir de là où je me suis dit, ah ouais, c'est quand même, c'est une question de société qui est quand même très étrange et qui amène des réactions très virulentes, qui pose question à beaucoup de gens et qui est encore très tabou, en fait, finalement, quoi. C'est que la famille, c'est encore quelque chose de très sacré et je m'en suis rendu compte là, ça fait à peine 2 ans que je m'en rends compte, quoi. Je m'étais jamais questionnée là-dessus avant, pourquoi ? Parce que pour moi, c'était très naturel, quoi. Que moi, je voulais pas d'enfants, qu'il y a des gens qui en voulaient et que c'était normal, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement pas normal de pas en vouloir. Il y a à peine 2 ans, quoi. Est-ce que tu peux développer un peu ton point de vue par rapport à ton non-désir d'enfant et ta vision un peu écologique de ta vie et de ce choix, quoi. Ça fait à peu près 5 ans, on va dire, que j'ai commencé à m'intéresser à notre impact sur Terre. Et en fait, le point de départ, ça a été des lectures de livres sur l'alimentation, principalement. Et il y a 5 ans, j'ai décidé de devenir végétarienne. Et ça a été un peu le point de départ de tout. Et depuis, j'ai continué à me renseigner un peu sur, déjà, d'une part, l'alimentation, sur l'impact écologique de l'élevage industriel, de l'agriculture, de toute la consommation d'eau qu'on peut faire, de matières premières qu'on peut faire pour ça. Après, j'ai continué à me renseigner sur, par exemple, le plastique, ce genre de choses, enfin, la pollution qu'on crée au quotidien. Et c'est vrai que voilà, depuis quelques années, j'essaye de minimiser mon impact au maximum. J'essaye de réduire mes déchets, j'essaye d'avoir un mode de vie qui soit plus respectueux de l'environnement de manière générale.
Et en fait, j'avais jamais trop fait le lien entre l'être humain sur Terre et l'écologie. Et en fait, il y a un moment où, je sais pas, ça s'est fait comme ça, où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, peut-être que mon choix de ne pas vouloir d'enfant peut être lié aussi à mon envie de préserver la Terre. Enfin, tu vois, comme je te le disais, je suis quelqu'un qui est très engagé. Et quand je fais quelque chose, j'ai envie de le partager, tu vois. Et quand je parle de végétarisme ou de végétalisme maintenant, puisque j'ai décidé il y a pas longtemps de devenir végétalienne, et ben j'ai pas envie de les garder pour moi, tu vois. J'ai envie que les gens soient au courant de tout ce que j'ai moi appris, parce que j'ai bien conscience qu'on n'a pas tous accès au même rythme et à la même manière à l'information. Et j'ai envie de partager aussi le fait que pour moi, avoir un enfant, c'est quand même un poids écologique en plus, et c'est quand même une empreinte carbone en plus, et c'est quand même une source de pollution en plus, quoi. J'ai lu plein de choses là-dessus sur le fait que, effectivement, notre planète a la capacité pour nourrir 12 milliards d'êtres humains. C'est un fait. Sauf qu'on ne peut pas les nourrir si on a tous le même mode de vie que nous occidentaux et que nous français. Donc toi, j'ai envie de revenir à l'âge de pierre et d'avoir un enfant et de l'élever dans une grotte sans électricité, sans eau, tout ce que tu veux. C'est pas du tout mon point de vue sur la vie. Toi, je me dis, est-ce que vraiment c'est nécessaire de faire un enfant de plus alors que on a des problèmes climatiques qui vont s'aggraver de plus en plus, qu'on va avoir des problèmes de gens qui vont pas pouvoir se nourrir de plus en plus parce qu'on pille les réserves de la Terre, alors qu'on sait très bien que dans 20-30 ans, il y aura plus de pétrole, il y aura plus de gaz, il y aura plus de tout ça, et on continue à les consommer comme si on n'en avait rien à secouer, et je comprends pas en fait. Et je comprends pas comment on peut savoir ça et vouloir quand même un enfant en fait. Donc je pense qu'il y a des gens qui le savent pas, il y a des gens qui sont encore pas sensibilisés à l'écologie et à la protection de l'environnement. Mais ceux qui le savent et qui font un enfant, c'est vraiment un truc qui est au-delà de mon entendement en fait. J'arrive pas à comprendre quoi. Je pense qu'il y a des gens qui se disent... qui ont l'espoir de se dire mais moi si je l'élève d'une manière écologique, ça ira mieux. Ouais, mais on sera toujours... Parce que tu vois, il y a toujours des impondérables en fait. C'est-à-dire que même si on veut être le plus écologique possible, on vit sur un continent qui est un des continents le plus énergivore parce qu'on a un mode de vie qui est basé sur les énergies fossiles, sur le plastique, sur autant de choses qui sont pas biodégradables ni recyclables quasiment. Enfin, tu vois, tout le monde pense que si tu jettes ton plastique à la poubelle, on va le recycler. Sauf qu'en France, on recycle même pas 30% du plastique. C'est une aberration, tu vois. Donc ouais, tu peux dire que oui, mais moi je ferai un enfant et je vais l'élever dans une visée écologique, zéro déchet, minimaliste, tout ce que tu veux. Mais il sera quand même un pollueur parce que il y a des choses qu'on peut pas changer. J'essaye d'acheter le moins de plastique possible, mais il y a des choses, je peux pas les changer. Enfin, je suis obligée de consommer de l'énergie, du chauffage pendant l'hiver. Il y a plein de choses que je peux pas changer, quoi. Donc, on sera quand même des pollueurs, même si on veut faire tout le bien du monde. Et même si je suis méga écolo, si je fais un enfant, il sera un pollueur de plus, malheureusement. Est-ce que tu avais pensé à la contraception définitive ou pas ? Alors moi, jamais. J'ai jamais pensé à la contraception définitive, mais je me suis rendu compte maintenant que c'est pas que j'y avais pas pensé, c'est qu'on m'en avait jamais parlé. Je te jure, j'ai découvert qu'on pouvait se faire stériliser, se faire ligaturer les trompes, allez, j'exagère peut-être 1 an et demi, enfin c'est très tard quoi. Surtout pour une femme, enfin je veux dire, je me suis rendu compte qu'en fait on m'avait jamais expliqué ça. Et en même temps, quand j'ai fait des rendez-vous de santé, style gynécologue ou autre, j'ai jamais dit moi que je voulais pas d'enfant, clairement. J'ai jamais exprimé ça à n'importe quel médecin. Donc je peux comprendre qu'on m'ait pas exposé ce choix, parce que c'est pas un choix, c'est pas une option qui est évidente et qui est normale, en tout cas dans notre pays. Mais ouais, moi j'y ai jamais pensé. Je me suis toujours dit que je devrais vivre avec une contraception toute ma vie, quoi. J'ai toujours vu ça comme un impondérable et quelque chose qui allait faire partie de moi, jusqu'à ce que je rencontre mon mari actuel qui me dise la contraception c'est pas que pour les femmes et moi je veux me faire une vasectomie. Moi j'ai toujours très mal toléré les contraceptions. J'ai eu une pilule pendant 7 ans qui m'allait bof. En fait c'est pas qu'elle m'allait pas, mais tu sais, au bout d'un moment tu t'habitues en fait à des inconvénients, style t'as des maux de ventre ou tu te sens pas très bien, tu t'habitues quoi. Pendant 7 ans, voilà. J'ai eu un implant qui a été catastrophique, c'était horrible, il était très mal dosé, du coup je me sentais mal. Mais tu sais, c'est un mal où tu peux pas expliquer trop, tu te sens juste pas bien. C'est un espèce d'état latent tout le temps, qui est tout le temps là. Et t'es là en mode, je me sens un peu déprimée, je me sens un peu, mais je sais pas trop, je sais pas d'où ça vient. Et quand on me l'a retiré, j'ai compris que ça venait de là.
Et après, j'ai mis un stérilet au cuivre parce que je me suis dit, ok, je veux me tourner vers une contraception qui soit plus naturelle, qui soit donc pas avec des hormones parce que j'en peux plus et ça me convient pas. Et le stérilet au cuivre, c'était horrible. Enfin, clairement, c'est la pire expérience de contraception de ma vie. C'était hyper douloureux. C'est vraiment le truc le plus désagréable, que ce soit à la pause, pendant les règles, avant les règles, après les règles ou au retrait du stérilet. Enfin, tous ces moments-là étaient horribles. C'était insoutenable en termes de douleur. Et du coup, ouais, enfin, je me suis toujours dit que je serais obligée d'avoir une contraception, quoi. Donc là, c'est un peu la libération de mon utérus, qui est très content, et de mon corps en général, qui juste n'a plus d'hormones ni de contraception depuis 2 ans. Et waouh, c'est un énorme changement. Enfin, je ressens tout dans mon corps, je ressens tous mes cycles. En fait, j'apprends à connaître mon corps seulement maintenant à 28 ans, quoi. J'avais jamais ressenti rien de tout ça, de savoir quand est-ce que j'ovulais, quand est-ce que j'allais avoir mes règles, je savais pas quoi avant. Et maintenant, je sens tout. Et c'est cool, parce que c'est normal. Il existe plusieurs types de contraception. Je vais d'abord aborder les contraceptions, destinées aux personnes possédant un utérus. On peut distinguer 3 types, avec chacun leurs avantages et inconvénients. La contraception hormonale, la contraception mécanique et la contraception par stérilisation. La contraception mécanique consiste à faire barrière entre les spermatozoïdes et l'ovule. Différents moyens existent, et certains d'entre eux protègent aussi contre les infections et maladies sexuellement transmissibles. Le DIU, ou dispositif intra-utérin au cuivre, c'est un dispositif en forme de T qui mesure 3,5 cm de long. Placé dans l'utérus, le stérilet au cuivre agit localement sur la paroi utérine et inactive les spermatozoïdes. Et tu es normalement tranquille entre 3 et 10 ans. La cape cervicale ou le diaphragme. Je vous parle de ces deux-là en même temps car la seule différence entre ces 2 dispositifs réside principalement dans leur forme. Tous les 2 se glissent dans le vagin, au contact du col de l'utérus. Pour empêcher le passage des spermatozoïdes, ils peuvent être posés au moment du rapport sexuel, mais aussi jusqu'à 2 heures avant le rapport. Et il est conseillé de les utiliser en association avec des spermicides. Le préservatif dit féminin, qu'il est préférable d'appeler interne, fonctionne comme le préservatif dit masculin ou externe. Il empêche le passage des spermatozoïdes dans le vagin et donc la fécondation. C'est une gaine en nitrile ou en polyuréthane, muni d'un anneau souple aux 2 extrémités. Il se place dans le vagin et peut être mis en place plusieurs heures avant le rapport sexuel. Je passe maintenant à la contraception hormonale. Elle consiste à bloquer le cycle menstruel afin d'empêcher l'ovulation et de rendre la paroi de l'utérus peu accueillante et ou d'épaissir la glaire cervicale, ce qui complique le passage des spermatozoïdes. Et voici la petite liste. Le DIU, le retour. Mais cette fois, je vais te parler de l'hormonal. Bien entendu, il est toujours en forme de T et mesure la même taille. La différence, c'est que celui-ci diffuse un progestatif à dose régulière dans l'utérus qui aura comme effet d'épaissir les sécrétions du col de l'utérus, empêchant ainsi les spermatozoïdes de passer. Cette fois, tu peux le garder entre 3 à 5 ans. L'implant, c'est un petit bâtonnet cylindrique en plastique de 4 cm de long et 2 mm de diamètre. Il contient les mêmes hormones que les pilules progestatives. Une fois mis en place, l'hormone se diffuse directement dans le sang et supprime l'ovulation. Le médecin ou la sage-femme insère l'implant sous la peau du bras au moyen d'une aiguille spéciale. Tu peux le garder 3 ans. Le patch, il se colle sur la peau et diffuse 2 hormones dans le sang, l'estradiol et le progestatif. Au bout de 3 semaines, on l'enlève et on attend 1 semaine avant de remettre un, semaine durant laquelle surviendront les règles. L'anneau vaginal, c'est un anneau flexible en plastique qui contient une association d'hormones, œstrogènes et progestatifs. On l'insère au fond du vagin et à la chaleur du corps, les hormones diffusent à travers la paroi vaginale et passent dans le sang. Comme le patch, on le retire au bout de 3 semaines et on attend 1 semaine avant d'en remettre un. L'injection contraceptive. Ce moyen de contraception consiste à injecter tous les 3 mois une dose d'hormones progestatives. Cette piqûre intramusculaire est pratiquée soit par un médecin, soit par une infirmière. Et enfin, les pilules. Il existe 2 types de pilules, les pilules combinées qui contiennent un œstrogène et un progestatif, et les pilules uniquement progestatives. Ces pilules sont à prendre tous les jours à heure fixe pendant 21 ou 28 jours et ont comme action de supprimer complètement l'ovulation et ou d'épaissir la glaire cervicale. Enfin, pour ce qui est de la contraception par stérilisation, j'en ai parlé dans l'épisode 2, du coup je te laisse aller l'écouter. Bon, je t'ai pas parlé des avantages et inconvénients de tous ces dispositifs, mais si tu veux plus d'informations, tu peux te rendre sur choisirmacontraception.fr ou ginanco.fr.
Mais attends, j'ai pas fini. On passe à la partie la plus intéressante. Et là, je vais te parler de la contraception destinée aux personnes possédant un pénis. Cette fois, la catégorisation est un peu compliquée, alors je te les balance comme ça. Le préservatif masculin, qu'on appellera de préférence externe, c'est un peu le seul qu'on connaisse. Il empêche le passage des spermatozoïdes dans le vagin, et donc la fécondation. C'est une gaine en latex ou polyurethane qui va retenir le sperme. Il se déroule sur le pénis en érection, avant la pénétration. La contraception thermique, cette méthode non hormonale, consiste à altérer la spermatogénèse, c'est-à-dire la production de spermatozoïdes, avec la chaleur. La technique consiste à porter un slip 15 heures par jour, qui remonte les testicules, pour qu'il soit également à la température du corps, 37 degrés. Ce slip chauffant fait l'effet au bout d'1 à 3 mois. La contraception hormonale. Comme la contraception thermique, elle est disponible en France, mais peu accessible. Comme l'explique un communiqué du planning familial de 2013, la contraception hormonale masculine reste très confidentielle. Seulement 2 médecins hospitaliers la prescrivent en France. Malgré un protocole validé par l'OMS et expérimenté sur 1500 hommes depuis presque 30 ans. Et sinon, dans les faits, elle consiste en une injection hebdomadaire d'hormones, un mélange de progestatif et de testostérone, et est efficace au bout de 1 à 3 mois après le début du traitement. Et la vasectomie, mais ça je t'en parlerai un peu plus tard, dans un épisode dédié au sujet. Je passe ensuite aux méthodes toujours en test. Le vase-clip. Cette technique consiste en la pose d'un petit clamp, de la taille d'un grain de riz, sur chacun des canaux différents. Cette intervention permet d'empêcher les spermatozoïdes de se mélanger avec le liquide séminal. L'intervention ne dure qu'une dizaine de minutes et permet de conserver intacts les canaux déférents, puisque la pose n'implique ni cautérisation ni incision. Les gels injectables ou vasalgel. C'est un gel polymère qui s'injecte dans le canal déférent qui achemine les spermatozoïdes, bloquant ainsi l'accès. Pour évacuer ce gel, il suffira de faire une autre injection. Ce concept s'inspire d'un autre contraceptif, le Risugue, inhibition réversible des spermatozoïdes sous supervision médicale. Un contraceptif indien inventé en 1979 et qui n'est toujours pas commercialisé, alors qu'il serait prêt depuis 40 ans. La pilule. Au printemps dernier, cette pilule venait de passer avec brio les tests de tolérance et de fiabilité aux États-Unis. Ce contraceptif oral combine l'action d'une hormone androgène, comme la testostérone, et d'un progestatif. Il se prendrait quotidiennement, un peu à l'image de la pilule qu'on connaît. Enfin, je termine par la valve à spermatozoïdes ou BIMEC SLV, qui est une petite invention allemande. Ce moyen de contraception est une sorte d'interrupteur qui consiste à bloquer les canaux déférents pour éviter que les spermatozoïdes ne rejoignent le liquide séminal se trouvant dans les vésicules séminales. Cette technique n'a pour l'instant été testée que par son inventeur, mais sera bientôt en test sur une vingtaine de personnes. Le fait d'avoir des enfants pour la femme a été et l'est toujours un peu perçu comme révélateur de son identité de femme. Pour toi, est-ce qu'on devient femme par la maternité ? Autrement dit, est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfants, ça ne fait pas de toi une vraie femme ? Clairement oui, en tout cas c'est des phrases que j'ai déjà entendues, c'est qu'on est accompli en tant que femme quand on a des enfants, et si j'ai pas d'enfants je pourrais jamais être une vraie femme, mais je suis tout sauf d'accord avec ça, tu t'en doutes. En fait je sais pas trop expliquer ce genre de choses, je t'avoue que j'ai un peu du mal, mais c'est juste que pour moi, il n'y a pas de définition de la femme, on peut pas calquer et réduire la femme à sa capacité on va dire, physique reproductrice, quoi. C'est tellement réducteur, c'est horrible. Enfin, je veux dire, et d'un point de vue, de l'autre point de vue, par exemple, pour un homme, c'est aussi horrible de réduire un homme à sa virilité, soi-disant, que l'homme doit juste produire des spermatozoïdes pour propager, pour reproduire son espèce, etc. Mais c'est affreux. Et bander et pas pleurer. Et ouais, exact. Ah non, ça... un homme qui pleure, ça va pas ou quoi ? Non, mais... Enfin, non, mais c'est ça. Et honnêtement, je saurais pas quoi te dire de plus que je ne comprends pas. Je sais que c'est juste une construction sociale et je sais que c'est quelque chose qui a été créé au fil des années, au fil des siècles, et que le sexe fort, c'est l'homme, le sexe féminin, c'est le deuxième sexe, pour citer une femme que j'aime beaucoup. Mais ouais, et que malheureusement, elle a été réduite à ça, et moi, je suis pas d'accord, quoi. J'ai juste envie de dire que chaque femme vit sa vie, et qu'on n'a aucune obligation de vie, on n'a aucune obligation de procréer, de créer la vie, si on n'en ressent ni l'envie ni le besoin, en fait.
est-ce que tu aimes les enfants ? Alors, je sais pas si je peux dire que j'aime les enfants. J'irai peut-être pas jusque-là. En revanche, ils me dérangent pas du tout. Et chez les autres, par exemple chez des personnes qui sont proches de moi, je peux ressentir de l'affection pour des enfants. Par exemple, le premier enfant pour qui j'ai ressenti de l'affection, c'est ma petite sœur, puisqu'elle a 10 ans de moins que moi. Et même si je la voyais pas très souvent, ouais, j'ai ressenti beaucoup d'affection pour elle en tant que bébé et en tant qu'enfant qui grandit. Et je regrette vraiment de ne pas avoir été plus présente parce qu'on n'habitait pas dans la même maison, vu que mes parents étaient divorcés. Et j'aurais trop aimé la voir grandir en fait, mais bon, bref. Mais maintenant, je sais que tu vois, c'est une période où il y a des amis ou des connaissances plus ou moins proches qui commencent à avoir des enfants. Et je serais hyper contente, ça m'est jamais arrivé encore, mais je serais hyper contente de rencontrer les enfants de mes amis, quoi. Je trouve que c'est chouette. Après, tant qu'ils n'interfèrent pas dans nos vies à nous, et tant que je ne suis pas obligée de les subir, on va dire, dans des moments où on se dédie des moments à nous, entre amis ou quoi que ce soit, je trouve qu'en fait, ce qui me dérange maintenant, c'est que j'ai l'impression que l'enfant est devenu... on est beaucoup dans cette génération de l'enfant roi, de l'enfant ultra présent. C'est-à-dire que l'enfant peut couper la parole à des parents à table, etc. Moi, je ne comprends pas, je trouve ça intolérable, vraiment. Et c'est vraiment le genre de situation où je pourrais potentiellement être en conflit avec des parents, même si c'est des amis à moi, parce que je comprends pas qu'on mette l'enfant au centre de tout, quoi. Je pense que c'est une grosse partie de la vie des parents, c'est normal. Mais je pense pas qu'il faille le mettre comme ça au centre de toutes nos vies et je pense que voilà, l'enfant a sa place, les parents ont leur place et du coup voilà. C'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime bien les enfants, c'est juste qu'ils me dérangent pas s'ils sont à leur place, entre guillemets, à leur place d'enfant, c'est-à-dire qu'il faut leur laisser la place de s'épanouir, il faut leur laisser la place de parler, de faire leurs expérimentations, mais qu'ils n'ont pas à crier partout dans le train, faut savoir aussi les éduquer en conséquence, je pense. Après voilà, j'ai un point de vue de non-maman, donc je sais pas comment ça se passe. Tu sais, j'ai posé une question alors que j'ai ta réponse, puisque comme je t'ai étudié hier soir... C'est trop bizarre que c'est ça. Et tu me disais que... Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait un truc plus par rapport au fait de porter un enfant et de l'accoucher que d'avoir un enfant, et qu'il y avait un moment donné où tu disais que c'était pas forcément un problème l'adoption. En fait, ouais, t'as raison. Le terme de tocophobie, je l'ai découvert pareil il y a 1 an à peu près. J'ai découvert ce que c'était la tocophobie, qui est donc la peur, la phobie de la grossesse, de l'accouchement, de tout ce qui peut tourner autour de ces 2 moments de vie. Et je savais pas que ça existait. Et je sais toujours pas si je suis tocophobe ou pas, tu vois. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense que peut-être un peu, parce que, moi, depuis que j'ai l'âge de pouvoir physiquement faire un enfant, c'est toujours quelque chose qui m'a effrayée. Je sais qu'il y a des femmes, des jeunes femmes, des ados ou après des adultes, pour qui c'est un rêve, pour qui c'est toujours quelque chose qui est une projection de vie de faire un enfant. Mais moi, ça m'a toujours fait très peur, en fait. La modification de mon corps, le fait de ne pas savoir à quoi il va ressembler, le fait de ne pas savoir ce que ça peut avoir comme conséquences positives ou négatives sur mon corps, c'est toujours quelque chose qui m'a fait très très peur, quoi. Et je l'ai jamais trop exprimé comme tel parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres raisons qui font que je veux pas d'enfant. Et la première, c'est juste que j'en ai jamais ressenti l'envie. Et une autre, c'est aussi que pour moi, il y a l'impact écologique qui est une énorme partie de mon non-souhait d'enfant. Mais ouais, je pense que l'impact physique aussi, je pense que c'est peut-être quelque chose à relier donc à une petite phobie, on va dire, je sais pas. Une partie de phobie, en tout cas, ça c'est clair. Et aussi un aspect un peu plus engagé aussi du type féminisme, dans le sens où j'ai bien conscience que malheureusement, encore en 2019, si t'es une femme et que tu veux avoir un enfant, c'est très bien, sauf que tu pourras dire au revoir à certains pans de ta carrière, tu pourras dire au revoir à certains pans de ta vie, en fait, tout simplement. Et j'ai pas envie de mettre ça de côté, en fait. Je suis pas quelqu'un de carriériste, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis vraiment quelqu'un qui s'en fout complètement de sa carrière. Pour moi, le travail, c'est quelque chose que je différencie totalement de mon épanouissement personnel, même si j'aime bien aller travailler le matin, je suis hyper contente d'aller au boulot, j'adore mon boulot, mais j'ai pas de projection de carrière. Par contre, j'ai pas envie de mettre de côté des opportunités de vie plutôt que professionnelles pour un enfant.
Et j'ai bien conscience que malheureusement, je suis une femme, et c'est moi qui ai un utérus, et c'est moi qui, si dans mon couple on veut un enfant, et c'est moi qui vais en subir les conséquences, quoi. Donc bon, voilà. Par rapport à l'adoption, en fait, avec du coup mon mari, on en a déjà parlé, on s'est dit, imaginons que l'on change d'avis un jour, que l'un des deux change d'avis, ou que par miracle on change d'avis tous les deux ensemble. On s'est déjà mis d'accord sur le fait qu'on adopterait, en fait, quoi, tout simplement. Parce que de mon côté, comme je te disais, j'ai une grosse préoccupation écologique. Et pour moi, un être humain de plus sur Terre, c'est pas nécessaire, quoi. Et quand tu vois le nombre d'enfants qui ne demandent juste qu'une chose, c'est d'avoir des parents, je pense que ce serait un choix hyper responsable de ma part, en fait. Et qui correspondrait énormément à mes valeurs, qui sont donc des valeurs, on va dire, un peu physiques, de type l'accouchement, ça me fait peur, et de type l'écologie, ça me concerne. Après, moi, je suis vraiment convaincue du fait que je pense pas que je changerai d'avis, tu vois. Après, j'en sais rien, bien sûr. Enfin, c'est toujours quelque chose de très bizarre à dire, et tout le monde est là pour te rappeler au fait que on change tous d'avis un jour et que voilà, c'est possible, etc. J'en ai conscience. Mon mari m'en a déjà parlé une fois ou deux. Il m'a déjà dit Bettina, si on change d'avis, on fait quoi, quoi. Et je lui ai dit je sais pas, on pourra essayer d'adopter. Il m'a dit ouais, ok, d'accord. Mais voilà, ça n'est pas allé plus loin parce que pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on imagine, et je pense pas que ça va se présenter. Mais si toutefois ça se présente un jour, on y pensera, quoi. Une des questions qui revient le plus souvent quand on parle de parentalité ou non, c'est la question de l'héritage et de la transmission. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, et est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi ? Ouais, énormément. C'est quelque chose auquel j'ai réfléchi, mais il n'y a pas si longtemps que ça que je pense à ça, en fait. Je m'étais jamais rendu compte à quel point j'ai envie de transmettre et j'ai ce besoin de transmettre. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de gens qui me disent tu vas rien transmettre, tu vas rien laisser, tu vas pas faire de descendance, et tu vas rien laisser sur Terre parce que tu fais pas d'enfants. Mais pour moi, la transmission, elle passe par toute autre chose, et c'est hyper important pour moi. Et c'est pas parce que je veux pas d'enfants que je veux pas transmettre quelque chose. Alors ça fait peut-être, je crois, facile 10 ans, même plus, ça fait 10-15 ans. Je me suis toujours dit que je voulais écrire un livre. Mais toujours, hein. Enfin, vraiment, depuis mon adolescence, je me suis dit, mais moi j'ai envie d'écrire, en fait. Et tu peux pas savoir le nombre d'essais que j'ai fait, que j'ai mis à la poubelle parce que je trouvais ça nul. J'ai créé 5-6 blogs différents de voyages à un moment parce que j'étais hyper intéressée par ça et parce que je voulais partager mes bons plans, etc. Enfin, je suis hyper dans le partage, j'adore, je suis sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, je réponds à toutes les questions de gens et tout, j'adore ça, j'adore partager, j'adore transmettre mon point de vue des choses, mes découvertes et tout. Je suis sur des groupes, tu vois, Facebook, etc., sur le zéro déchet, tout ça. Je partage mes recettes de déodorants, de tout ce que tu... Enfin, j'adore, en fait, parce que je pense que c'est par là que ça passe, tu vois, de montrer que c'est possible de faire des choses simplement, que c'est possible de faire telle ou telle chose. Et ça donne hyper envie aux gens quand tu leur dis, moi, je l'ai fait et c'était possible. Et sur le point de vue de la parentalité, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse de le transmettre. Je me suis rendu compte, ça fait des années que je mets en place des choses dans ma vie pour transmettre mon point de vue, pour transmettre mon expérience, parce que je considère, après c'est pas pour me donner telle ou telle contenance ou quoi, mais je trouve que j'ai un avis sur les choses qui est très tranché et qui est parfois très divergent de la norme. Donc je pense que ça vaut le coup de le transmettre, et je pense que c'est important de le faire, en fait. Du coup, tu tiens le compte Instagram « Je ne veux pas d'enfants » où tu publies pas mal de remarques que l'on peut faire aux personnes non désireuses de faire des enfants. Pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer ce compte En fait, ça a été un peu la suite logique du petit essai que j'ai publié là-dessus. Je me suis rendu compte que c'était quand même un sujet qui méritait qu'on en parle, parce que la parentalité et, on va dire plutôt la non-parentalité, c'est tabou, quoi. En France, on va dire dans le monde francophone, c'est tabou et ça amène des réactions très virulentes, ça amène une incompréhension totale. Et surtout, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qu'on remettait en question et sur lequel on prenait du recul, en fait, tout simplement. Et je me suis dit que ça pouvait être cool d'en parler, tu vois. Enfin, c'est toujours dans ce même lien avec la transmission, le fait de vouloir juste partager un point de vue qui peut être divergent de la norme.
j'avais envie de parler de ça. Et je pense que c'est une très bonne décision que j'ai prise. Parce que quand je vois le nombre de témoignages qu'on m'envoie et je me dis putain, mais déjà, je suis pas toute seule. Déjà, on est beaucoup à penser ça finalement. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui avaient l'impression d'être pas normaux. Il y a beaucoup de gens à qui on a dit qu'il fallait aller voir des psychologues, qu'il fallait faire telle ou telle chose pour régler ce problème de non-désir de maternité. Et je me rends compte que c'est une nécessité de parler de ça en fait. C'est que vraiment, il faut en parler. Parce que encore aujourd'hui, il y a des gens qui te sortent des aberrations, mais des trucs mais plus énormes que la Tour Eiffel, qu'on te dit qu'il faut aller consulter si tu veux pas d'enfant, tu vois. Enfin, et moi, c'est ce genre de réaction, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, comment on peut dire ça en 2019 ? C'est improbable. Et je pense que plus on parle de sujets, et plus ça devient commun, et plus ça pose des questions, et plus ça permet d'alimenter le débat, et voilà. T'inquiète, ça va venir. Tu vas mourir seule, ça te fait pas flipper ? Mais t'as pensé aux femmes stériles ? C'est tellement égoïste comme choix. T'as pas peur de décevoir ta famille ? T'es encore trop jeune. Et si tu changes d'avis ? Une femme, c'est fait pour faire des enfants. Tu vas forcément changer d'avis. Ah ouais, vous êtes vraiment pas normal. Tant que tu n'es pas mère, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas encore rencontré la bonne personne, c'est tout. Tu dis ça juste pour provoquer. Tu te rends compte que si tout le monde faisait comme toi, l'être humain disparaîtrait ? Et qui va payer les retraites ? Tu n'es pas une vraie femme. Et le bébé, c'est pour quand ? Ne jamais dire jamais. Mais tu ne t'ennuies pas trop du coup ? Ah mais moi, c'est mon rêve d'être mère. Pourquoi tu ne veux pas d'enfant ? Non mais tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne veux pas d'enfant, donc tu es contre la famille en fait. Donc tu n'aimes pas tes proches. Quand est-ce que tu me fais un petit-fils ? Je pense que tu n'aimes pas assez ton mec, c'est pour ça. Tu te rends pas compte à quel point c'est un miracle. On finit toutes par en avoir, tu verras. Toi aussi. Bon bah tu as tout. Il ne te reste plus que les enfants pour réussir ta vie. Rien ne vaut l'amour maternel. Mais tu n'as pas peur de regretter ? C'est dommage, tu es faite pour avoir des enfants. Oui, mais si ton copain en veut, tu seras bien obligée d'en faire un. Quand tu auras un enfant, tu auras un instinct maternel. C'est dommage de pouvoir donner la vie et de s'en priver. Si tu devais choisir 3 remarques qui t'agacent le plus, ça serait lesquelles ? Trop bien. J'adore cette question. Ouais, la première phrase qui m'énerve le plus, c'est « tu es égoïste ». Parce que c'est une phrase que j'ai toujours pas compris pourquoi on me disait ça. Parce que pour moi, je ne fais pas d'enfant parce que d'une part, j'en ai pas envie. Et là, à la limite, on peut me dire « ok, tu es égoïste » si tu veux, mais j'y reviendrai plus tard sur le fait que je comprenne pas. Deuxième, c'est que je te parlais d'écologie, c'est que c'est quand même une grosse partie de mon non-souhait d'enfant. Et du coup, je vois pas ce qu'il y a de moins égoïste que ça. Parce que, en gros, je veux pas d'enfant parce que je veux qu'on pense d'abord à la préservation de la planète. Et il me semble qu'on est tous des êtres humains présents sur cette même planète. Et du coup, on est tous concernés quand même. Donc, je pense que c'est quand même très altruiste, finalement, cette manière de voir les choses. De se dire, on va essayer quand même de mettre en place des choses qui nous permettent de vivre plus longtemps et mieux et en bonne santé et avec une vie agréable. Et du coup, l'être humain étant une source de destruction immense, voilà. Et du coup, en fait, pour moi, c'est vraiment l'inverse. En fait, les gens qui me disent que je suis égoïste, j'ai envie de leur dire, mais l'acte de faire un enfant, c'est le choix le plus égoïste au monde, quoi. Enfin, on fait un enfant pourquoi ? Parce qu'on en a envie. Ça vient des tripes, ça vient juste d'un truc hyper interne. Comme ça, que tu peux pas expliquer, tu peux pas dire « je fais un enfant parce que j'espère que mon enfant va devenir Einstein et qu'il va sauver le monde ». Enfin, tu vois, non, c'est pas pour ça que tu fais un enfant, on est d'accord. Tu fais un enfant parce que t'en as juste envie. Et c'est hyper égoïste. Et du coup, moi, c'est une phrase, je comprends pas, j'arrive pas... Ça m'énerve tellement. Enfin, je pourrais débattre des heures avec des gens qui me disent ça et en même temps, je sais que ça mènera à rien parce que c'est juste 2 personnes bornées de leur côté et voilà. La deuxième phrase qui m'énerve le plus, c'est donc que si tous les écolos pensaient comme moi, eh bien, il n'y aurait plus d'écolos sur Terre et que du coup, tous les êtres humains seraient des personnes viles qui voudraient détruire la planète, en gros. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que...
je pense qu'en fait, on a tous notre rôle à jouer et que le fait de faire un enfant, ce sera un pollueur de plus et qu'il faut s'éduquer, nous, d'abord, avant de se dire « je vais faire un enfant pour lui transmettre quelque chose ». C'est-à-dire que oui, c'est un but qui est tout à fait louable de se dire « je vais faire un enfant pour lui transmettre mes valeurs », mais pourquoi ne pas essayer d'agir dès maintenant en éduquant le monde, en éduquant ses voisins, en éduquant les personnes qu'on connaît à un mode de vie plus sobre, un mode de vie plus minimaliste, à le fait d'éviter le gaspillage alimentaire, le fait de... Enfin, plein de choses comme ça. Je pense que c'est des préoccupations qui sont beaucoup plus terre-à-terre et qui sont beaucoup plus urgentes que le fait de se projeter sur 20, 30 ans et de se dire « je vais faire un enfant dans 5 ans » et que celui-là, il va peut-être avoir des préoccupations écologiques, tu vois. Enfin, je comprends pas du tout non plus. Et la troisième, c'est donc le fait de me dire que je vais changer d'avis. Parce que, on en parlait un petit peu, c'est que ça n'a aucun crédit à me dire que je vais changer d'avis, en fait. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Et dans un autre sens, c'est que des gens qui annoncent qu'ils veulent devenir parents ou qui annoncent qu'ils vont faire un enfant, on leur dit jamais « mais tu vas changer d'avis ». Enfin, non, mais dans ce sens-là, je veux dire, le truc est aussi ridicule que ce soit d'un côté ou de l'autre. On n'a pas à dire ça à quelqu'un, en fait. Et c'est un truc qui m'agace parce que souvent, comme je disais, c'est que moi, mon environnement proche a été très compréhensif et très gentil, très accueillant là-dessus. Et que bizarrement, c'est des gens qui te connaissent pas très bien, qui te connaissent ou qui te rencontrent par le biais du travail ou d'amis, etc. Et qui se permettent de te sortir des phrases comme ça, comme s'ils te connaissaient depuis toujours et comme s'ils avaient le moindre... comme s'ils étaient proches de toi ou qu'ils te connaissaient si bien qu'ils pouvaient dire « non mais attends, je te connais toi, ça fait 20 ans qu'on est amis, tu vas changer d'avis mon petit hein. » Mais non, et même si c'était quelqu'un qui me connaît depuis 20 ans, il aurait même pas le droit de me dire ça, donc... et il se permettrait même pas de me dire ça, justement parce qu'il me connaît. Donc ces 3 phrases où j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Et ça amène des débats houleux, on va dire. Enfin, dernière question, est-ce que tu es épanouie ? Oui. Ouais, franchement, je suis hyper épanouie. Enfin, en fait, je le disais plus tôt, je suis quelqu'un de très optimiste et qui a toujours un point de vue très positif sur les choses. Et moi, dans ma vie de tous les jours, je suis hyper épanouie. Et je pense que la raison principale pour laquelle je le suis, c'est que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je le change en fait, très vite. Et c'est pour ça que je surprends souvent les gens dans ma famille, etc. Parce que je fais des changements de vie très radicaux, très rapidement. Mais parce que pour moi, dès qu'il y a une situation qui ne me plaît pas, je vais essayer de trouver une solution pour la changer. Ce qui fait que je ne suis jamais dans une situation de malaise ou de malheur parce que je m'écoute, quoi. Et que si ça va pas, je fais les choses pour que ça aille, quoi. Et comme j'ai le loisir, je me sens hyper en liberté, quoi. Le monde est vaste et le monde, il est tellement plein de possibilités que je vois pas comment je peux ne pas être épanouie dans ce monde, en fait, quoi. Alors oui, je me pose des milliards de questions et oui, quand je regarde plein de reportages, de trucs comme ça, je me dis mais dans quel monde on vit et c'est horrible et on pourra jamais rien changer à tout ça. Et en même temps, je me dis mais le monde il est hyper beau, tu vois. Et je m'épanouis devant des choses débiles, tu vois. Je m'épanouis parce que j'ai réussi à faire pousser une fleur. Non mais c'est hyper niais, hein, c'est hyper naïf ce que je viens de dire, tu vois. Mais c'est vrai. Je m'épanouis devant tout, en fait, devant les plus petites choses de mes journées, comme devant les plus grandes, tu vois. Je sais pas, ce matin, je me suis réveillée, j'étais hyper de bonne humeur et j'ai transmis ça à tout mon bureau. J'aurais dit ce matin, les filles, ça va être une bonne journée, je le sens bien et tout, je me sens hyper heureuse, tu vois. Et il s'est rien passé de ma matinée, hein. Il y avait aucune raison, mais juste j'étais contente, tu vois. Alors que je me suis levée à lundi matin pour aller bosser, hein. Voilà. C'est pas forcément une source de bonheur, a priori. Et j'étais hyper épanouie parce que, en fait, tous les moments de vie... je sais pas, il y a des moments où je me lève et je me dis « waouh, c'est cool », tu vois. Ou parce que j'ai regardé un reportage qui m'a ouvert les yeux sur un truc et même ça m'épanouit. Même si ça me pose autant de questions négatives que positives, et ça m'épanouit parce que je me dis « bah ouais, mais j'ai appris quelque chose », tu vois. Et tout est source d'épanouissement, en fait, pour moi. Ah, putain, c'est les bisounours dans ma vie. C'est génial, quoi. Donc, wouhou. Non, mais vraiment, je suis hyper épanouie. Vraiment. C'est cool, quoi. Tout va bien. Voilà.
Non mais tes questions elles sont horribles, hein. Franchement genre ça pose trop de questions, là je vais pas dormir de la nuit, je te dis. Hein. C'était Môme de Laura Bois, réalisé par elle-même et enregistré dans un placard de fringues. Et c'est pas très confortable. Merci à Bettina d'avoir participé à cet épisode. Et merci pour ta patience, car cet épisode on l'a enregistré il y a un petit moment. On se retrouve dans 1 mois pour le prochain épisode. Et je peux rien te dire dessus, parce que moi-même je ne suis pas sûre de la personne que je vais interviewer. Et sinon, tu peux écouter le podcast sur la plupart des plateformes audio comme Anchor, iTunes, Spotify, Deezer, YouTube et sur plein d'applications podcast. N'hésite pas à me contacter si tu as envie de partager ton histoire. Et tu peux me retrouver sur Instagram @mom_podcast ou par mail @mompodcast@gmail.com. À bientôt! Et toi, t'en veux des mômes ?